Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui est organisé par la CPME nationale en partenariat avec la DGFiP. Un webinaire qui est dédié à une réforme majeure qui va transformer en profondeur notre quotidien administratif et business, avec la généralisation de la facture électronique, aussi appelée e-invoicing, et aussi la télétransmission dématérialisée des données à l'administration fiscale, que l'on appelle aussi e-reporting. À partir de septembre 2026, toutes les entreprises, y compris les micro-entreprises, les TPE, PME, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. Et dès septembre 2027, elles devront émettre ces factures au même format. C'est une échéance qui peut, pour certains, paraître lointaine, mais pour ce qui est, par exemple, de la réception des factures électroniques, il ne reste qu'un an pour s'y préparer sérieusement. D'abord, un petit mot pour dire pourquoi cette réforme. Cette réforme, qui concerne près de 8 millions d'acteurs économiques en France, vise à moderniser, sécuriser les échanges commerciaux et simplifier les démarches fiscales. Mais en tout cas, je veux être clair sur le sujet, les TPE et PME sont au cœur du sujet sur cette transition. C'est là que nous avons besoin de vous accompagner. Aujourd'hui encore, de nombreuses entreprises fonctionnent avec des factures papier ou encore des PDF, mais qui ressemblent beaucoup à du papier, on va dire, dans le processus. Et selon plusieurs enquêtes, dont de très récentes avec plusieurs baromètres, on voit qu'un tiers des entreprises gèrent leur comptabilité en interne, très souvent par le dirigeant lui-même ou un de ses proches. Et pour un cinquième d'entre elles, la facturation est encore 100% manuelle. Elle est faite, même si elle est faite avec un outil informatique, avec un tableur ou ce genre de choses, elle demeure, on va dire, une opération manuelle. La réforme, elle va chambouler ses habitudes, mais elle devrait avant tout être bénéfique. Il y aura des effets positifs, comme un gain de temps non négligeable sur la facturation, une automatisation d'un certain nombre de processus, une réduction des erreurs et une meilleure visibilité sur la trésorerie. On notera aussi un avantage certain sur les délais de paiement, puisque l'émission et la réception se fera de manière sécurisée à date certaine. Mais avant d'agir, il faut comprendre les enjeux. Aujourd'hui, comment vous recevez-vous aujourd'hui vos factures? Est-ce que vous avez des fournisseurs à l'étranger? Ça, c'est des questions qu'on peut poser aussi. On a des entreprises qui ont des fournisseurs étrangers. Est-ce que vous utilisez un site de e-commerce? Est-ce que vous faites du reporting fiscal sans facturation? Donc pour vous accompagner, la CPME a décidé d'organiser une série webinaire avec les interlocuteurs clés dans l'objectif de donner l'information et surtout la bonne information pour vous aider à comprendre les grandes lignes. Et à la fin de ce webinaire, vous aurez un aperçu de ce qui va se faire pour mobiliser l'ensemble du réseau et vos équipes internes et pour anticiper et se préparer dans de bonnes conditions. L'objectif, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous avez vraiment une vision claire de ce qui va changer et surtout de comment on va s'y préparer sereinement. J'insiste pour vous dire aussi que on va organiser d'autres webinaires plus thématiques dans la série. Il n'y aura pas que des choses de manière générale, on va avoir aussi des webinaires thématiques par métier, par secteur, on va faire des focus sur un certain nombre de sujets pour pouvoir vraiment vous aider à comprendre un certain nombre de choses clés pour votre transformation numérique. Maintenant, je vais vous proposer de débuter ce webinaire avec juste un petit rappel des règles. On est très nombreux, on est plusieurs centaines de connectés. Donc, pour des raisons d'organisation et technique, les micros et caméras des auditeurs sont désactivés. Seules celles des intervenants demeureront actifs. Et pour poser des questions, je vous invite à les mettre sur le chat, sur la zone d'échange de la vidéo qui vous permettra de poser des questions écrites que nous reprendrons pour poser les questions aux intervenants. Juste une petite chose, j'ai oublié de le faire au départ, je vais quand même vous le dire, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck Bataille, donc je suis président de la commission numérique de la CPME nationale et je suis aussi chef d'entreprise dans le secteur du numérique, donc directement au cœur du sujet. Je vais présenter maintenant les intervenants que je vais remercier pour leur venue. Donc Sébastien Ravineau qui est en charge de la direction de projet de facturation électronique à la DGFiP et qui va présenter les grandes lignes de la réforme. Et ensuite Nathalie Malisset qui est notre trésorière à la CPME et qui est experte sur le sujet puisqu'elle est avant tout expert comptable et commissaire aux comptes.
Voilà, je vous propose de céder la parole à Sébastien, puis à Nathalie pour, pour la présentation, et je reviendrai avec vous pour la conclusion de ce webinaire ensuite et les questions-réponses. Merci beaucoup Franck et merci à la CPME de nous accueillir ce matin dans ce premier webinaire. Ravi de participer à cette démarche et ravi aussi de cette démarche qui sera évolutive, c'est-à-dire un premier webinaire de présentation un peu large et puis des webinaires spécialisés. Chaque fois que c'est possible, la DGFiP et la direction de projet y participera. Et donc, merci beaucoup de cette invitation. Moi, je dois présenter la réforme un peu rapidement, en 15 minutes. Donc, on a mis un diaporama. Je crois que le diaporama vous sera disponible par la suite, donc vous pourrez le regarder dans le détail. Je vais en faire un commentaire qui se veut un peu rapide pour qu'on ait le temps d'échanger surtout et d'avoir l'occasion de parler un peu concret. Peut-être le premier point, c'est l'objet de cette première diapositive, c'est finalement pourquoi on fait ça. Il faut se dire que ça fait 30 ans que la facturation électronique, elle existe, et qu'en fait, même si vous vous en rendez pas compte, la facturation électronique, vous la croisez au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de vos fournisseurs, souvent on cite les télécoms ou les fluides, qui arrêtent de vous envoyer des factures en direct et qui font en fait vous les mettre à disposition sur un portail où vous êtes obligé d'aller les chercher vous-même. Et puis l'autre option qui arrive souvent et de plus en plus, c'est qu'il y a des clients qui vous disent si tu veux être mon fournisseur, il faut que tu viennes sur mon portail et que tu mettes des factures au format que j'ai décidé, parce qu'en fait, ça va me permettre d'avoir tous les bénéfices de la facturation électronique. Alors, quels sont les bénéfices de la facturation électronique? Ça permet d'établir automatiquement la comptabilité, ou en tout cas beaucoup plus facilement, de ne pas avoir à se battre pour rassembler toutes ces factures entrantes. Ça permet d'avoir des éléments un peu plus sûrs, d'avoir un état d'avancement du sujet et donc de savoir quand il y a quelque chose qui déraille. Avant d'être obligé de faire une relance, on sait s'il y a une facture qui est refusée ou qui tombe dans un trou, etc. Et donc tous ces avantages, les sources d'erreurs, etc., elles nous amènent à se dire, en fait, tout le monde devrait bénéficier de cette facturation électronique, mais si on laisse les choses avancer comme ça, tout le monde va finir par imposer des formats différents. Ça coupe un peu, mais je reviens. Tous les matins, il va y avoir cette question qui va être posée aux chefs d'entreprise de faire le tour de leurs fournisseurs et de leurs clients pour réussir à déposer leurs factures, récupérer leurs factures, et ça va être très compliqué. Et donc, on a besoin d'un État qui soit un État régulateur. Et c'est ça un peu le premier enjeu. Pardon. J'espère que vous m'entendez toujours. J'ai eu un petit souci. Très bien, Sébastien. On vous entend très bien. Donc, on a eu finalement l'État qui vient comme régulateur et qui dit il faut qu'on fixe des modalités, des standards d'échange qui permettent à tout le monde d'échanger des factures dans de bonnes conditions. Et ça, c'est un peu nouveau. On n'est pas les seuls à le faire. Partout dans le monde, la facturation électronique progresse. Et puis, y compris en Europe, il y a une directive européenne qui, de toute façon, nous emmène tous d'ici 2028, 2029, 2030 à harmoniser complètement nos pratiques au niveau européen pour permettre du coup de faciliter les choses et de facturer. Le gain, il est un peu un gain en matière de lutte contre la fraude commerciale, d'abord entre les entreprises puis fiscale. Il est aussi et beaucoup un gain de compétitivité parce qu'en réalité, on arrive en une seule opération à faire trois choses qui sont des choses qui prennent du temps toutes les trois. Il y a envoyer sa facturation client, ça c'est un peu le truc qu'on est obligé de faire parce qu'il faut bien se faire payer. La deuxième chose, c'est alimenter automatiquement sa comptabilité pour que, finalement, pour éviter d'avoir à rassembler les éléments, ressaisir les pièces quand on a besoin de faire sa compta. La troisième chose, c'est de transmettre directement les données nécessaires pour gagner du temps après. En quoi on gagne du temps après? C'est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites une demande de remboursement de crédit TVA ou quand vous avez, je sais pas moi, l'aide énergie ou l'aide Covid qui est arrivée, on vous a demandé de nous fournir des éléments de facture, etc., pour finalement avoir les éléments qui nous permettaient de verser l'aide ou qui nous permettent de verser le remboursement de crédit de TVA. Et bien ça, demain, l'idée, c'est que toutes les informations que vous avez transmises au fur et à mesure et dont on dispose, ça vous évitera d'avoir à les fournir à l'administration, ce qu'on appelle le dites-le-nous une fois. Et donc, pour toutes ces raisons, on est en train de faire en sorte de gagner du temps et d'effacer des démarches purement administratives ou même des démarches comptables, derrière une démarche qui est beaucoup plus naturelle, qui est de facturer son client quand on a fait une prestation. C'est ça l'idée de la réforme. C'est un peu la même idée que celle du prélèvement à la source. On a caché derrière la fiche de paye, finalement, un certain nombre de démarches administratives et de déclarations sociales au bénéfice du coup, des entreprises et de la relation avec l'administration. Voilà un peu
ce que je peux vous dire rapidement. Du côté des entreprises, la facturation électronique, elle a des avantages évidents. Donc, il y a la gestion quotidienne facilitée, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus quand on arrivera dans le concret, c'est-à-dire le fait d'avoir toutes les factures au même endroit et d'avoir un suivi quotidien des évolutions, c'est-à-dire est-ce qu'elle a bien été reçue, est-ce qu'elle a été traitée, est-ce qu'elle a été acceptée, etc. Il y a le gain de productivité, c'est les enjeux d'effacement des erreurs, de retrait des ressaisies, les factures perdues, etc. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, on a un process de gestion des factures, c'est un bien grand mot, mais en tout cas une façon de gérer les factures en entrée et en sortie qui est du coup réglée et à l'état de l'art. Une concurrence plus juste et plus loyale, tout simplement parce qu'on lutte contre la fraude, à la fois la fraude fiscale bien sûr, mais aussi la fraude commerciale. C'est-à-dire qu'on se met en situation de mieux détecter les choses qui ne vont pas. Et puis, une amélioration de la trésorerie et du pilotage comptable avec le respect des délais de paiement. Alors, en matière de délai de paiement, c'est parfois un peu difficile à croire, donc je fais une toute petite précision de quelques secondes. Le délai de paiement, évidemment, c'est pas... Il y a plein de délais de paiement différents, en fait, qui s'ajoutent les uns aux autres. Il y a un délai de paiement structurel sur lequel on gagne un petit peu de temps avec la facturation électronique, mais pas beaucoup. C'est le délai qu'il faut pour faire une facture, l'envoyer, la recevoir, la traiter. Donc ça, c'est structurel. C'est-à-dire si tout se passe bien et que tout va bien, il y a ce délai de paiement-là. Il dure quelques jours, peut-être. Là, on a, sur les premières en juillet, il y a des gens qui ont fait ça, ce délai complet en 8 minutes, mais ils étaient derrière leur écran. En réalité, on ne sait pas si c'est là où on va gagner le plus de temps. Il y a un deuxième délai de paiement qui s'ajoute, c'est le délai de paiement. Je n'ai pas d'argent, je ne paye pas. Ça, c'est un truc, malheureusement, sur lequel la facturation électronique n'a pas non plus d'impact, c'est-à-dire le côté, l'élasticité du délai de paiement. Et puis après, il y en a un troisième, que vous connaissez peut-être, c'est le délai de paiement de la facture que j'ai envoyée, elle n'a pas plu à la personne qui était en face pour un tas de raisons, mais elle ne m'a pas tout de suite prévenu, soit parce qu'elle en a marre, soit parce qu'elle est occupée ou quoi que ce soit, et donc elle attend ma première relance pour me dire, bah, en fait, il y a un truc qui ne va pas parce que sur le prix, on s'était mis d'accord sur une remise, ou il y a un truc qui ne va pas parce que ce truc-là n'a pas été livré au bon endroit, ou je t'avais demandé de mettre ça sur la facture et tu ne l'as pas mis. Et comme moi, elle attend la première relance pour vous dire ça, eh bien, vous avez déjà un mois et demi de perdu avant de commencer le départ. Là, en fait, dans son logiciel, elle va dire bah, cette facture-là, elle ne me va pas. Et immédiatement, vous êtes prévenu. Donc, en fait, on réduit les délais pour que vous soyez prévenu qu'il y a un problème. Et ça, c'est très important pour réduire les délais de paiement. C'est-à-dire que ce qu'on réduit, c'est les délais qui dérapent. Et donc, ça, c'est extrêmement important pour les entreprises. Donc, ça, c'est les avantages pour les entreprises. Maintenant, on peut se poser la question, Franck le disait dans son introduction, qu'est-ce que c'est qu'une facture électronique plutôt qu'est-ce que ce n'est pas? On a bien l'idée que ce n'est pas une facture papier et le gain qu'on fait par rapport aux échanges postaux, etc. Mais souvent, les gens me disent, non, mais nous, on ne fait plus de papier, on fait du PDF par mail, etc. D'abord, il y a quand même encore beaucoup de papier qui s'échange, et même le PDF par mail, en fait, dans une certaine mesure, il y a des choses où on gagne du temps, mais il y a des choses où on n'en gagne pas par rapport au papier. D'abord, là où on gagne du temps, par rapport au papier, c'est évidemment que normalement, les délais de transmission d'un mail sont plus courts que les délais postaux. Par contre, tout le reste, en fait, on continue à faire exactement la même chose, c'est-à-dire souvent ressaisir. Dans le meilleur des cas, on fait ce qu'on appelle océriser, c'est-à-dire scanner les factures finalement pour essayer de savoir ce qu'il y a dedans, de faire dire à la machine ce qu'il y a dans les factures, mais ça ne marche pas toujours, donc ça peut être une source d'erreur. Et donc, en fait, on se met dans une situation où il y a des risques d'erreur parce que d'une manière ou d'une autre, assisté ou pas par la machine, il faut ressaisir les données dans son propre système de compta, etc., ou même dans sa banque pour pouvoir payer. Là, l'idée de la facture électronique, c'est d'avoir de la donnée brute qu'on peut se partager et donc du coup, de pouvoir faire confiance au fait que la donnée soit la bonne du début à la fin de l'échange. Et donc ça, c'est assez déterminant à tout point de vue pour l'entreprise. Et c'est exactement pour ça que depuis 30 ans, les grandes entreprises, elles essayent de pousser pour avoir une facture électronique au point de mettre en place des portails sur lesquels on est obligé d'aller chercher nos factures, etc. C'est parce que elles, ça leur permet d'avoir un système qui est complet de A à Z. Donc voilà, ce n'est pas un PDF par mail, ça ne peut pas l'être. C'est une facture qui peut ressembler quand même à un lisible, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un logo sur la facture, il peut y avoir, ça peut ressembler vraiment, mais c'est lisible aussi par un ordinateur et pas uniquement par un humain, pour qu'il n'y ait pas besoin de retravailler, de ressaisir, de rescanner la facture pour pouvoir l'intégrer à son système. Voilà pour la définition un peu d'une facture électronique. Je vais vite par définition, mais j'imagine qu'il y a peut-être des questions qui vont poser, on les prendra peut-être après. Sur le calendrier de déploiement, non, je suis sur les entités concernées par la réforme. Ah oui, alors, toutes les entités sont concernées par la réforme, c'est vraiment l'idée, à partir du moment où
elles sont concernées par la TVA. Et alors là, c'est un truc un peu pas évident à prendre, à se mettre dans l'esprit, mais elles sont concernées par la TVA, même quand elles en sont exonérées pour des raisons de franchise en base, ou etc. C'est-à-dire que toutes les professions qui font des opérations qui sont concernées par la TVA, même quand elles bénéficient d'un régime favorable pour des raisons X ou Y, sont concernées par la facturation électronique. Donc l'idée, c'est que les micro-entrepreneurs sont concernés, les professions libérales sont concernées. Alors par exemple, les professions de santé sont concernées en réception, elles sont concernées en émission sur le champ qui ne fait pas l'objet d'une exonération, mais évidemment, quand il y a une feuille de soins et qu'il n'y a pas de facture, quand il n'y a pas de facture, grosso modo, il n'y a pas de facture électronique. C'est un peu ça l'idée qu'il faut avoir derrière. Mais chaque fois que vous avez besoin de faire une facture, eh ben, ça veut dire que vous passez à la facturation électronique, même quand vous êtes en micro, franchisé en base, en RFA, etc. Donc ça veut dire que c'est ça qu'il faut avoir l'idée. Et côté secteur public, ben, toutes les administrations sont concernées dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'on s'applique exactement les mêmes règles que celles qu'on applique aux autres assujettis. En termes de calendrier, il y a un calendrier, donc vous savez que c'est une réforme sur laquelle on travaille depuis assez longtemps, mais évidemment, c'est une réforme, comme toutes les réformes de cette nature, qui sont des réformes de transformation numérique, ça s'accélère à la fin. Et donc là, depuis le début de l'année 2025, les choses s'accélèrent. On a beaucoup travaillé ensemble sur le fait de rapprocher au maximum la réforme des pratiques des entreprises. C'est un travail dans lequel on a été accompagné par les fédérations professionnelles. Et donc, on a pu se voir avec la CPME dans ce cadre-là, etc. Ils nous ont dit, bah, ça va pas parce que vous avez fait ça en chambre et que ça fonctionne pas. Et puis nous, on a essayé de faire évoluer les choses pour se rapprocher des pratiques des entreprises. Et donc, depuis juillet, on a publié l'annuaire des destinataires de factures, dans lequel on sait quelle est la solution qui a été choisie par les différentes entreprises qui ont déjà choisi une solution. Et donc, il y a des factures qui commencent à s'échanger dans la vraie vie au format de la réforme, en utilisant les plateformes, en utilisant l'annuaire. Et donc, il y a les premières factures. Alors aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 130 000 entreprises qui ont récupéré, il y a 130 000 entreprises qui ont désigné leur solution de réception, et le reste est encore devant nous, mais il y a des premières factures qui s'échangent. 1er septembre 2026, tout le monde doit se mettre en situation de recevoir. Alors, ça me donne l'occasion de répondre. Quand je dis tout le monde, c'est aussi les micro-entrepreneurs, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les auto-entrepreneurs, puisqu'il y a la question qui est posée. C'est la même chose, tout ça, micro, auto, etc. Les SCI sont concernés si elles ont de la TVA. Alors, c'est un petit peu particulier, il faut parfois regarder un peu de près, mais ce n'est pas uniquement si parfois elles sont franchisées ou elles sont exonérées de TVA, mais grosso modo, si elles sont assujetties à la TVA, si jamais vous avez un doute, il faut regarder un petit peu ce point-là. Vous trouvez le point, mais en tout cas, vous pouvez vérifier. Et globalement, et je remercie Jennifer qui vient de le mettre dans le chat, il y a un annuaire qui permet de vérifier si vous êtes concerné par la réforme. Alors, cet annuaire, il est beaucoup, comment dire, il y a 10 millions d'entreprises qui sont sur cet annuaire, 10 millions d'entités légales. Si les entrepreneurs sont assujettis à la TVA, Madame Boucher, c'est souvent, ils sont franchisés en base. C'est-à-dire qu'ils sont en dessous des seuils qui permettent, qui les obligent à facturer la TVA, mais ils sont assujettis. Donc, alors, les OP, je ne sais pas ce que vous avez en tête. Organisme professionnel, c'est ça? Organisation professionnelle, c'est une fédération pro, ce que j'appelle moi une fédération. Ouais. Je pense que c'est ça. Ben non. Si en fait, s'il n'y a pas de TVA, alors exonéré de TVA, c'est un terme un peu compliqué parce que c'est souvent, là il faut creuser un tout petit peu le sujet puisque souvent elles sont assujetties en fait, elles sont en dessous des seuils de franchise ou des choses comme ça. Pour les associations, c'est pareil, quand elles sont dans le champ concurrentiel et qu'elles sont soumises à la TVA, elles sont concernées, mais souvent l'association sportive de quartier, elle est souvent pas assujettie à la TVA parce qu'elle ne fait pas d'opération. Il y a des règles, parfois il faut se pencher un peu sur le sujet ou appeler pour comprendre. Vous pouvez aussi appeler l'administration ou un expert comptable, mais il faut se pencher un peu sur le sujet. Mais souvent, la règle, c'est est-ce qu'on n'est pas dans le champ concurrentiel d'une activité? Il y a la fameuse règle des 4P, mais je ne vais pas faire un cours de TVA aujourd'hui, mais grosso modo, voilà, cette idée, c'est est-ce que je suis concerné par la TVA? Les auto-entrepreneurs ou les associations qui sont franchisées en base, et même les organisations professionnelles théoriquement,
Quand la règle, c'est de mettre sur la facture que vous êtes exonéré au titre de la franchise d'en base, etc., ça veut dire qu'en fait, vous êtes concerné par la TVA, mais juste qu'on vous autorise, parce que vous êtes en dessous d'un certain seuil, à ne pas la facturer. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes dans la réforme. Si vous avez un doute, encore une fois, l'annuaire est là pour ça, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir sur l'annuaire, taper votre sirène et vous aurez l'information. Et puis, il faut surveiller un petit peu parce qu'il y a un certain nombre de sirènes sur lesquelles on est encore en train de regarder les choses pour essayer de vérifier que vous êtes bien classé. On constate un certain nombre d'erreurs de l'ordre de 5%, donc, ce qui est un peu normal puisqu'on ouvre un peu notre bastion. Je vais répondre aux questions relatives au choix de la plateforme un tout petit peu plus tard et on va répondre, je crois, avec Nathalie Malissier qui a aussi prévu de vous dire un peu des choses là-dessus. Donc ça, c'est sur le calendrier. Donc 1er septembre 2026, il faut avoir choisi une plateforme. Pour aller très vite, oui, il en existe des gratuites, mais ce n'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix, on y reviendra. Et puis, l'enjeu derrière, c'est le 1er septembre 2027. Là, vous serez en situation de devoir émettre des factures et une adresse et aussi des reporting à l'administration. Si l'adresse de facturation ne paraît pas dans l'annuaire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, l'adresse de facturation, si le sirène n'est pas dans l'annuaire, ça veut dire a priori que vous n'êtes pas concerné par l'obligation de réception et donc par la réforme. Si jamais, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un certain nombre de situations dans lesquelles ça peut vous paraître une erreur au regard de ce qu'on vous dit, etc. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à vous signaler. Alors, ça ne veut pas dire que, évidemment, si vous n'êtes pas dans l'annuaire, on ne va pas vous sanctionner parce que vous ne choisissez pas de plateforme. Mais en revanche, vous pouvez avoir envie de participer à la plateforme de la facturation électronique. Je parlais tout à l'heure des médecins et des professions libérales. Typiquement, c'est un schéma sur lequel on sait qu'il y a un bon tiers des professions qui sont mal classées aujourd'hui dans nos bases et sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, vous êtes peut-être concerné par cette situation. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut vérifier un petit peu dans cette période où la réforme débute, vous pouvez vérifier à échéance régulière. Une entreprise assujettie à la TVA est concernée pour toutes les factures qu'elle émet, qu'elles soient soumises ou non à la TVA. Oui. Si l'adresse de facturation n'est pas active dans l'annuaire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, l'adresse de facturation inactive dans l'annuaire, ça veut dire que vous êtes bien dans l'annuaire, mais que vous n'avez pas choisi de plateforme de réception. Et donc là, vous êtes bien dans l'obligation et il vous convient de choisir une plateforme de réception. Un opérateur non assujetti à la TVA tel qu'une OP, bien que n'étant pas tenu, pourra-t-il volontairement émettre des factures électroniques s'il y voit un intérêt? Alors, non assujetti à la TVA tel qu'une OP, discutable, ça dépendra de chaque OP, mais on part de principe que cette analyse est la bonne. Et donc oui, vous pouvez émettre des factures électroniques. Le seul problème, c'est qu'il faudra que vous passiez par un intermédiaire, probablement les mêmes plateformes que celles qui vont servir des gens qui sont complètement dans le cœur de la réforme, mais sur un périmètre qu'il faudra négocier avec elles. Donc en fait, les factures électroniques, le format, vous avez tout intérêt à l'utiliser et à bénéficier du standard. Pour l'envoi des factures, il faudra que vous trouviez une modalité d'envoi de la facture qui soit compatible avec le sujet. Et donc, il faudra que vous, contrairement à l'obligation de réception qui fait que vous n'avez pas besoin de recueillir le consentement de votre partenaire pour envoyer une facture au travers du système, là, il faudra que votre partenaire il vous dise explicitement qu'il est d'accord pour recevoir une facture électronique. Nous sommes une association sous convention collective des organismes de formation et exonérés avec adresse inactive. Alors, par exemple, sur la... je pense que l'idée que rappelait Franck au départ, c'est qu'on fera des webinaires un peu spécifiques sur les cas qui sont des cas particuliers. Donc, je ne voudrais pas me mettre dans un tunnel dans lequel je ne sais plus combien il y a de personnes qui sont connectées, mais quelques centaines. Je ne vais pas pouvoir vraisemblablement faire un cas particulier pour chacun, mais typiquement la formation professionnelle, il y a un schéma dans lequel il y a des opérations qui sont exonérées, mais pas nécessairement toutes les opérations qui sont concernées, et donc vous pouvez être assujetti, mais avec des opérations exonérées. Un peu comme les médecins qui ont finalement des opérations, toutes les feuilles de soins sont exonérées, mais quand il y a un médecin qui fait une prestation qui n'est pas une prestation qui est couverte par la sécurité sociale, et ben, ça donne lieu à une facturation. Et donc là, on est un peu dans le même cas pour la formation professionnelle, c'est les opérations en elles-mêmes qui peuvent être exonérées de facturation, mais pas tous les cas.
Sébastien, juste pour que tu puisses avoir le temps de dérouler ta Ouais. présentation, les questions-réponses, on avait effectivement indiqué qu'on les mettait plutôt à la fin, on va dire, pour pouvoir déraper un peu, mais là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et peut-être que dans la présentation, au fil de la présentation, il y aura des questions qui trouveront des réponses. Voilà, aussi, c'est ça le sujet, et qu'on va y arriver derrière. Donc, je te propose de poursuivre, et puis on prendra les questions après les présentations. Ça marche. Alors, je fais ça. Donc, du coup, sur le périmètre de la réforme, on peut se dire, donc, il y a effectivement l'échange de factures, qui est un peu ce dont tu parles le plus simplement depuis quelques minutes, c'est-à-dire deux assujettis à la TVA entre eux qui s'échangent une facture, ça doit être une facture électronique. Mais il y a aussi des situations dans lesquelles l'un des deux côtés, ce n'est pas forcément un assujetti à la TVA. Donc, il y a toute la situation où on traite de particuliers. Ces particuliers, ils sont, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez tout à l'heure, il y avait un commerçant ou un métier de service dans lequel on reçoit des particuliers. Et ben, ce qu'on va demander, c'est ce qu'on appelle un e-reporting. Mais qu'est-ce que c'est dans les faits? C'est quelque chose qui vous est souvent déjà demandé par le comptable. C'est le Z de caisse, c'est-à-dire combien il y a eu de chiffre d'affaires de fait à la fin de la journée. Et donc ça, c'est dans une situation un peu spécifique, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir permettre qu'on ne vous demande pas des informations toutes les 5 minutes sur ce que vous avez fait et qu'on ne vous demande pas de reprouver les choses, un peu comme on a fait sur les factures, on vous demande de nous transmettre à échéance régulière, tous les mois, ou dans les cas les plus, ou pour les plus grosses entreprises, tous les 10 jours, on vous demande de nous transmettre un peu un état de ce que vous faites comme, que ce que vous avez fait comme activité en micro. En B2C, pardon. Et donc, du coup, il y a ça. Il y a l'acquisition internationale ou les factures internationales. En fait, c'est les mêmes informations que celles qui s'échangent sur des factures, mais comme en face de vous, quand vous fabriquez la facture, parfois vous facturez quelqu'un qui est en France, parfois vous facturez quelqu'un qui est, je sais pas moi, au Mexique. Et dans ce cas-là, il n'aura pas choisi une plateforme, il n'est pas dans l'annuaire. Et donc, du coup, là, on vous demande de nous envoyer les informations, mais c'est votre logiciel qui produit la facture qui va envoyer les informations qui sont utiles pour l'administration. Et puis, il y a une dernière obligation, c'est la transmission des données de paiement. Donc ça, c'est un cas particulier. C'est quand vous faites des prestations de services et que vous ne vous faites pas payer sur le moment, mais qu'il y a un décalage entre les deux, entre le moment où vous faites la facture et le moment où vous faites payer. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, quand on va chez le coiffeur, on paye immédiatement une prestation de service. Mais par contre, quand on est dans un schéma où on fait un service et qui est payé a posteriori, là, il faut nous dire à partir du moment où vous avez encaissé. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est le moment de la déductibilité de la TVA. Si c'est trop compliqué à gérer, il y a une option qui consiste à dire moi, j'opte pour les débits, c'est-à-dire que je considère la déductibilité à partir du moment où c'est la facture qui est émise, mais ça a des enjeux de trésorerie. Donc, du coup, c'est un vrai sujet de choix pour un chef d'entreprise d'affronter cette complexité technique-là ou de choisir de s'en départir, mais du coup, en optant pour les débits. Donc ça, c'est sur les obligations. Concrètement, je pense que c'est là où il faut en venir. Ces obligations, en fait, là, on les liste, mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre un outil, un logiciel, une solution, qui va vous permettre de gérer ces obligations-là, qui va absorber pour vous la complexité de la liste des opérations. Vous allez faire votre facture comme d'habitude sur le logiciel avec lequel il y a déjà beaucoup de gens qui font des factures. Alors, Franck disait, il y en a quelques-uns qui ne sont pas du tout équipés, qui les font encore à la main, c'est parfaitement exact. Mais en fait, tous ceux qui font leur facture avec un logiciel, l'idée, c'est que ce soit ce logiciel-là qui prenne en charge la gestion des factures. Donc, comment ça se passe? Vous êtes un fournisseur, vous fabriquez la facture, alors plutôt votre logiciel va fabriquer la facture, et puis il va le pousser vers une plateforme d'émission. La plateforme d'émission, elle va aller vérifier dans l'annuaire quelle est la plateforme qui a été désignée par le destinataire. Et une fois qu'elle a trouvé le destinataire et la plateforme, et du coup, elle va envoyer la facture vers la plateforme de réception. Moi, je vois la présentation, je vois qu'il y a quelqu'un qui a un problème d'écran, mais c'est peut-être pas général. Donc ensuite, la facture, elle est poussée par la plateforme de réception, qui elle-même va la pousser jusqu'au client, ou le client va venir la consulter en fonction du choix qui a été fait par le client pour sa plateforme de réception. Et donc, qu'est-ce qui se passe au passage? Il y a la plateforme d'émission qui récupère une trentaine de données, qui sont des données qui sont déjà, que l'administration a déjà le droit de vous demander, et qui ce n'est pas des données nouvelles, les droits de communication de facture existent déjà, mais elle récupère une trentaine de données pour venir fournir à l'administration. Donc, évidemment, donc ça, c'est quand c'est deux clients assujettis à la TVA
qui s'échangent des factures. Il y a un cas que je vais présenter rapidement, c'est imaginons qu'à la fin, là, ce ne soit plus un client assujetti, mais que ce soit des particuliers. Ben donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous faites votre facture de la même manière, et donc du coup, une fois que vous avez facturé votre particulier, donc là on imagine quand même que c'est un particulier à qui vous remettez des factures, parce qu'il y a encore l'hypothèse où c'est juste des tickets de caisse, etc. S'il y a des factures pour le particulier, je sais pas moi par exemple, quelqu'un qui est un artisan et qui va intervenir chez un particulier, donc il va faire sa facture sur son téléphone ou sur son ordinateur comme si c'était avec le même logiciel que si c'était un professionnel, et puis la facture, elle va partir par mail vraisemblablement, mais le logiciel, il va incrémenter un compteur qui va lui permettre tous les 10 jours de dire j'envoie mon e-reporting à l'administration de manière automatique. Et donc ça veut dire que la question pour le plombier ou pour le garagiste qui traite à la fois des professionnels établis en France, à l'étranger ou des particuliers, c'est juste d'avoir un outil de facturation qui lui permet de gérer ça. Et ça tombe bien parce que si on parle du garagiste, en fait, le garagiste, très souvent, il a déjà un outil de facturation. Je ne sais pas s'il y en a qui sont connectés, mais parce que, en fait, très souvent, on lui demande quand même de fournir une facture qui est une facture un peu standardisée avec des numéros de pièces, etc., parce que ça compte pour la valeur sur le marché. Donc, ça veut dire que là, par exemple, le garagiste, ça nous permet de répondre à une des questions du chat. Le logiciel, la facture remise en main propre, elle est importante parce que vous allez mettre un duplicata directement qui va pouvoir être mis dans le livret auto. Mais si jamais c'est un professionnel en face de vous, la seule facture qui a une valeur légale et qui est opposable du point de vue fiscal, en déductibilité, etc., c'est celle qui va passer par le système. Donc ça veut dire que votre logiciel, il va vous permettre de faire une facture, vous allez imprimer tout de suite un duplicata à remettre en main propre, et par contre, la facture, elle va passer dans le système. Donc voilà comment ça se passe. Donc le choix du logiciel est déterminant, et vous comprenez bien ce que je vous dis, que le choix du logiciel, il doit commencer par regarder finalement les logiciels que j'utilise déjà. Parce que si dans mon garage ou dans ma concession, j'ai un logiciel qui me permet déjà de faire des factures pour mes clients après qu'ils aient fait une réparation ou un achat, évidemment, j'ai intérêt à ce que ce soit ce logiciel-là qui prenne en charge une partie du sujet pour éviter de me retrouver à devoir former toutes les personnes de mon entreprise à un nouveau logiciel, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu de s'appuyer sur le sujet. Le rôle des plateformes, je vous laisserai le regarder en détail si vous souhaitez regarder en détail un petit peu plus tard, mais le rôle des plateformes, on peut le résumer assez simplement. Il s'agit vraiment de transporter les factures, et c'est plutôt le logiciel de facturation qui a vocation à permettre finalement de traiter. Donc, les questions à se poser, c'est celles qui sont à l'écran. Est-ce que je suis déjà équipé d'un logiciel, soit un logiciel de facturation, de caisse, de gestion, un logiciel comptable? Est-ce que j'ai un comptable ou un expert comptable qui m'accompagne externe? Et donc là, si la réponse à l'une de ces deux questions est oui, peut-être d'ailleurs davantage la deuxième que la première, il faut se rapprocher pour demander un peu comment gérer le sujet, parce que c'est des gens en fait, à qui vous avez déjà confié la complexité d'une partie du sujet, c'est-à-dire en fait, la TVA et la facture, c'est compliqué et vous avez déjà un intermédiaire qui s'en occupe en partie pour vous. Donc faites-lui confiance et commencez à discuter avec lui. Il y a de fortes chances qu'il y ait une bonne partie de la solution qui soit là. Et si jamais vous n'avez ni comptable ni logiciel de facturation, là, vous devez choisir un outil qui respecte le sujet. Et donc là, vous devez regarder un peu d'abord combien vous avez de factures émises et reçues. Regardez si vous avez envie absolument d'avoir quelque chose de gratuit ou si vous avez un budget à consacrer au sujet. Et puis faire un comparatif des offres ou faire appel à un comparatif des offres, puisqu'il y a un certain nombre d'offres, il y a des comparatifs qu'on trouve de plus en plus sur Internet sur le sujet. Peut-être il y a un outil qui peut vous aider, c'est qu'on a mis en place, et ils vont arriver un peu dans la zone commerciale dans les semaines à venir, un label qui vous permet de savoir que l'entreprise en question est bien conforme aux enjeux de la réforme. Alors, le label de gauche, c'est plateforme agréée facturation électronique, donc c'est la plateforme, c'est le passage obligatoire. Mais peut-être une partie du temps, si vous voulez vous appuyer sur des logiciels que vous utilisez déjà, vous verrez le label de droite qui est marqué solution compatible et qui dit je fais dans le périmètre que je gère, je m'occupe de la facturation électronique et je m'en préoccupe. Donc ça veut dire que l'idée c'est que si vous voyez ce logo-là avec, je ne sais pas comment vous l'appelez, il y en a certains qui voient des oiseaux, d'autres des caisses,
vous voyez ce que vous voulez, mais si vous voyez ce logo-là, facturation électronique, ça veut dire que le logiciel qui est en train de vous parler, ou l'entreprise qui est en train de vous parler, elle vous propose une solution qui est bien compatible avec la réforme, donc c'est a priori un critère rassurant. Voilà, et je pense que Nathalie aussi y reviendra un petit peu plus tard. Absolument. Voilà ce que je pouvais vous dire. Peut-être vous dire qu'au-delà des échanges qu'on pourra avoir et des précisions qu'on pourra apporter aussi en réponse aux questions, il y a une source d'information qui est une information un peu documentaire qui s'appelle impôt.gouv.fr où vous avez énormément d'informations sur la facturation électronique. Peut-être d'ailleurs un peu trop, mais je vois qu'il y a des questions qui sont assez précises qui ont été posées, sur des questions sur comment on sait si on est vraiment assujetti ou pas, etc. Donc là, vous aurez des éléments de réponse qui sont assez précis et complets. Ce n'est pas un accompagnement au sens où on ne va pas pouvoir vous faire directement un diagnostic depuis impôt.gouv.fr, mais il y a des outils d'autres diagnostics qui permettent de se poser la question un peu comment ça va se passer, etc. Et on va essayer d'augmenter avec de plus en plus d'outils interactifs cette page pour que vous puissiez un peu en autonomie découvrir les enjeux de la réforme. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce un peu long propos introductif, je suis désolé, et je rends la parole volontiers à d'autres, mais on a un peu pris quelques questions au passage, mais c'était sans doute utile pour dégrossir le sujet. Je te remercie beaucoup, Sébastien. Effectivement, les questions sont nombreuses. Hein. On sait que c'est le premier webinaire et c'est aussi l'occasion pour nous de penser derrière au webinaire sectoriel, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, de se dire que toutes ces questions vont venir alimenter, auxquelles on va donner les réponses, vont aussi faire l'objet d'une compilation pour créer une foire aux questions aussi, puisque ça permettra sur une page dédiée d'avoir plus d'informations encore. Je vais maintenant passer la parole à Nathalie, qui va poursuivre ce webinaire et qui donc a certainement beaucoup de choses à nous dire et à nous échanger de par son expérience d'expert comptable, acteur incontournable de cette réforme, en tout cas pour les TPE et les PME. Merci Franck, bonjour à tous. Et je vais essayer de compléter les propos de Sébastien qui a déjà été relativement exhaustif sur un ensemble de points puisqu'on a traité du calendrier. Alors, j'ai presque envie de dire, Franck, tu as dit c'est dans un an, mais je veux dire, maintenant c'est plutôt 11 mois, puisque on est sur la fin du mois de septembre. Si j'avais un premier message à passer, c'est pas à partir de, c'est au plus tard. C'est au plus tard début septembre qu'il vous faudra être prêt et je vous encourage très vigoureusement à pas attendre le dernier moment pour vous soucier. Et d'ailleurs, on le voit bien à la liste de toutes les questions qui fusent dans l'espace de conversation. On voit bien que c'est un sujet qui est complexe, qui nécessite de prendre du temps, qui demande de la méthodologie et je vais y revenir. Donc, n'attendez pas le 15 août pour vous en soucier, mais au contraire, je vous incite très fortement à devancer un peu l'appel pour pouvoir avoir ce que j'appelle une période de test. Et Franck, tu ne vas pas me contredire puisque dans ton métier, tu sais très bien, dans la conduite des projets informatiques, il faut accorder du temps à la recette, à la partie test pour vérifier que tout fonctionne bien parce que bien, vous êtes tous des chefs d'entreprise ou des représentants de fédérations professionnelles et vous le savez, c'est une catastrophe économique pour vous si vous vous retrouvez dans l'impossibilité de facturer ne serait-ce que 15 jours, un mois, 6 semaines pour un simple problème informatique. Ça serait quand même dommage parce que l'impact il est immédiat, c'est un décalage dans les encaissements et aujourd'hui on est tous bien conscients des difficultés financières qui peuvent peser sur la trésorerie des entreprises, donc il est nécessaire d'éviter ce type d'écueil. Alors je vous ai promis un peu de méthodologie et c'est effectivement tiré de l'expérience que j'en ai puisque ça fait maintenant quelques années qu'on en parle de cette réforme de la facture électronique. Il y a eu des reports de délai qui ont permis aussi de simplifier certains points d'approche. La toute première étape que vous devez avoir, ça va être de prendre du temps et de vous questionner. Je vais utiliser un vilain mot qui est celui de la cartographie. Il va vous falloir cartographier, c'est-à-dire il va vous falloir recenser, analyser. Quoi donc? Bien, tout d'abord,
quelles sont les règles fiscales qui pèsent sur votre activité. On a vu, je suis une SCI, est-ce que je suis concernée? Bien, en tant que SCI, si vous avez une activité économique, par exemple, que vous louez des bureaux, que c'est une activité commerciale, vous êtes dans le champ de la TVA, vous allez donc être concerné. Je suis une association, suis-je concernée? Bien, vous pouvez être concerné parce que même sous forme d'une association, vous êtes dans le champ de la TVA, comme l'a dit Sébastien, parce que vous avez une activité concurrentielle. Peut-être que vous êtes en franchise parce qu'en dessous d'un certain seuil, mais pour autant, vous allez être concerné. Ça va aussi, par exemple, concerner des associations qui pourraient être sectorisées. Donc, une première réflexion, c'est je fais le point sur mes règles fiscales pour savoir si je suis concerné ou pas, si je suis en B2B, si je suis en B2C. Si je fais des opérations avec des particuliers, si je fais des opérations avec des pouvoirs publics ou si je fais des opérations avec des entreprises, tout ça. Et vous avez peut-être, et il y a des activités, si on reprend l'artisan, il peut travailler avec ces trois catégories, il peut travailler avec des entreprises, il peut travailler avec, pourquoi pas, l'école qui est dans sa commune, et il peut travailler aussi avec des entreprises. Et donc, il faudra se poser des questions sur ces trois types d'activités. Donc, une cartographie, la dimension business, la dimension fiscale. Une cartographie aussi sur vos flux. Quel est mon volume de facturation? Alors, en facturation, moi qui émets des factures de vente et moi qui reçois des factures. Pourquoi? Parce que, et ça a été une des autres questions que j'ai vues défiler dans le chat, quel outil choisir? Ça va guider aussi. En fonction de la volumétrie de vos opérations, vous allez plutôt vous orienter vers un outil ou vers un autre. La fréquence. Vous allez devoir vous interroger sur quel est aujourd'hui mon rythme de facturation. Est-ce que je travaille tout le mois et je fais mes factures en fin de mois? Est-ce qu'au contraire, par exemple, je suis un restaurateur, je fais des factures plusieurs fois par jour, à chaque service. Si je suis garagiste, par exemple, si je suis un artisan, à chaque fois que je vais chez un particulier, je lui remets sa facture. Donc, une cartographie de mes flux, la volumétrie, la fréquence. Pour ceux qui sont en B2C, on y reviendra à l'occasion d'un prochain webinaire, bien vous allez voir que vous allez avoir des obligations de reporting qui ne sont pas forcément sur la fréquence que vous avez aujourd'hui dans la transmission de vos opérations de caisse. Moi, j'ai la majorité de mes clients qui réalisent des opérations B2C qui ne me transmettent leur ticket Z, le relevé de caisse, qu'une fois par mois, au moment où je vais établir une déclaration de TVA. Bien demain, ce ne sera pas tout à fait les mêmes règles qui s'imposeront à ces commerçants et donc il va vraiment falloir se questionner pour savoir comment je vais m'organiser. Et ensuite, autre niveau de cartographie que vous devez faire, quelles sont les données? Quelles sont les données, par exemple, ma base client? Où est ma base client aujourd'hui? Ma base fournisseur, ma base article. Parce que, et ça, on y reviendra dans nos webinaires, si vous regardez, si vous êtes un peu curieux, si vous regardez le contenu d'une facture, toutes les mentions qui sont attendues dans le contenu, dans le corps d'une facture, bien vous allez voir qu'il va falloir alimenter de manière assez précise le corps de vos factures. Et donc la question c'est aujourd'hui, est-ce que ces informations sont dans une base Excel? Est-ce que c'est dans une base de fichiers articles? Est-ce que c'est quelque chose que je rentre de manière manuelle à chaque fois? Donc cette cartographie aussi, des éléments donc, que vous allez, des données que vous allez utiliser et que vous allez recevoir. Il a été évoqué aussi par Sébastien la notion de comptabilité, ça va se comptabiliser automatiquement. Là, moi, je voudrais juste mettre un bémol, c'est justement aujourd'hui, si vous utilisez un logiciel de facturation, donc pour vos factures de vente, est-ce qu'aujourd'hui, ce logiciel déverse automatiquement ou pas vos factures de vente dans le logiciel comptable? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que ce déversement va se poursuivre si jamais vous conserviez ce même éditeur de logiciel de vente pour qu'il vous accompagne dans la facture électronique? Parce que, et ça c'est une question qui est à poser à votre éditeur de logiciel, c'est est-ce qu'il est candidat pour être une PA?
Est-ce qu'il fait partie de ces gens qui ont demandé à devenir des plateformes agréées? Et où est-ce qu'ils en sont dans leur processus? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'observe que certains, au départ, avaient des velléités, souhaitaient être des PA, et puis finalement se rendent compte que c'est peut-être pas si simple que ça, et vont peut-être réduire un peu leur champ d'application. Et donc, eh bien, vous allez devoir vous tourner vers ce que l'on appelle les SC, hein, donc c'était l'acronyme qui vous était présenté sur la dernière slide. Et donc, il va falloir bien vraiment réfléchir en disant quelles sont les briques que je vais mettre entre aujourd'hui mon outil de CRM, par exemple, ou mon outil de gestion d'articles, mon outil comptable, mon outil de facturation. Pour ceux qui faisaient par exemple des factures sur Excel, ce n'est pas un outil de facturation. Excel, c'est un tableur, mais certains l'utilisent pour faire les factures. Bien là, typiquement, vous allez être obligé de convertir ces éléments qui sont fournis par Excel pour les transformer, soit transformer, que ça devienne une facture électronique. Donc là, il va falloir quand même vous équiper et voir comment vous allez faire. Ça peut être d'ailleurs l'opportunité de réfléchir à votre fonctionnement et vous dire finalement, je laisse tomber Excel et je vais m'équiper d'un outil simple en matière de facturation qui d'ores et déjà permet de faire de la facture électronique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, bien retenir, c'est que vous allez devoir traiter de vos factures de vente, et ça c'est le nerf de la guerre avec la trésorerie, mais n'oubliez pas tout le pendant des factures d'achat, hein, tout ce que vous allez devoir recevoir pour qu'il n'y ait pas de loupé. Alors certains me disent, oulala, ça va être compliqué, là c'est pas pour faire plaisir à Sébastien, mais je peux vous confirmer une chose, en tant que professionnel, la comptabilité, c'est clair que ça va être une vraie source de simplification. Parce qu'aujourd'hui, dans vos entreprises, si vous mesurez le temps qui est passé à collecter les éléments. Si je reste sur la facture d'achat, les factures d'achat reçues par mail, ce qui aurait été évoqué, les quelques factures que vous recevez encore papier, les notes de frais qui traînent au fond de vos jeans hein, quand vous sortez du restaurant ou le ticket de péage, plus ce que vous allez devoir aller collecter à la plateforme, mais vous ne vous souvenez plus de votre code pour aller chez Orange, Bouygues, SFR ou Free. Donc, bref, toutes ces sources qui sont un peu multiples, eh bien, demain, on voit bien qu'elles vont converger. Donc, il va y avoir une vraie optimisation du temps. Et ça me permet d'arriver sur l'aspect humain. Aujourd'hui, qui traite les éléments dans votre entité? Est-ce que vous vous embêtez pas, vous stockez tout dans une boîte, vous envoyez tout à votre expert comptable, donc quelque part la patate chaude, elle va se trouver chez mon confrère, ou est-ce que vous avez quelqu'un chez vous, une secrétaire comptable ou une comptable, ou même un service financier étoffé, hein, ça va dépendre de la taille de votre structure, qui gère tout ça? Eh bien, posez-vous la question parce que cette personne-là, qui était habituée à faire des opérations de saisie, collecter des informations, eh bien demain, tout ça ne le fera plus. Et donc, vous devez accompagner le changement pour que cette personne ne se sente pas inutile. C'est une personne que vous allez devoir également associer dans « mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Ok, il n'y a plus de saisie, mais vous allez utiliser son temps rendu disponible pour faire autre chose et notamment pour contrôler ce que Sébastien a dit. Vous verrez dans les webinaires à venir qu'une facture électronique, elle va avoir différents stades, différentes étapes, notamment si votre client l'a refusé, eh bien, il va falloir que vous vous organisiez pour détecter ce refus très rapidement, pour pouvoir le traiter et renvoyer la facture. Corriger, hein, donc le principe d'une facture, vous faites un avoir pour l'annuler, vous corrigez la facture derrière, mais donc vous allez avoir tout un process qu'il va falloir mettre en place, il va falloir former également votre personnel à ces nouvelles manipulations, et ça je suis désolée, mais l'humain ça prend du temps, donc c'est vraiment nécessaire que de bien conduire ces étapes. Donc en résumé, ne restez pas seul face à ce projet. Si vous avez un expert comptable, eh bien, interpellez-le sur ce sujet. Si vous êtes membre d'une fédération, interrogez vos confrères, savoir comment eux ils font, pourquoi est-ce qu'on va voir émerger des outils qui vont être plus ou moins spécialisés par secteur d'activité. Et puis, bien sûr, vous le savez, il y a la CPME. Ce premier webinaire en est la preuve. On ne va pas vous laisser tomber. Tous les mois, on va vous donner un rendez-vous. On va traiter vos points.
on va vraiment rentrer dans le détail, on va construire cette foire questions-réponses pour faire en sorte que bien ce passage se fasse sans trop de douleur et qu'il n'y ait pas de casse. Et alors, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, hein, qui est si vous ne franchissez pas le cap, parce que je connais certains frondeurs qui disent moi, je ne veux pas en entendre parler, on verra bien. Attention à vous, il existe quand même un principe de sanction pour ceux qui n'auront pas basculé en facture électronique alors qu'ils le devaient. Voilà, j'ai essayé de vous donner une méthodologie globale, hein, c'est cette première étape, donc cartographie des flux, des volumes, des données. On n'oublie pas l'aspect humain, on prend contact avec son prestataire informatique, son éditeur de logiciel et on se fait accompagner pour ne pas rester seul sur le sujet. Alors Franck, je ne sais pas s'il y a des questions, parce que j'ai essayé d'être synthétique, donc je l'avoue, je n'ai pas regardé du tout la conversation. Je ne sais pas si il semble que j'ai manqué un point important à préciser ou bien on les retraite, il doit nous rester quelques minutes pour qu'on soit dans les délais. Il nous reste quelques minutes, effectivement. Déjà, vous remercier d'être intervenu, d'avoir été aussi précis et en tout cas, comme tu l'as dit, c'est une première, hein, donc d'une longue série. Donc il y aura beaucoup d'informations qui vont être mises à disposition. On va transmettre suite à la réunion tout un tas d'éléments. Hein. Il y aura aussi un replay de ce webinaire. Il y a déjà des choses qui ont été mises dans la conversation. Voilà, on a donné toutes les informations concernant la page partenaire impôts.gouv.fr, le dépliant, les fiches pédagogiques, les contacts identifiés. Voilà. Maintenant, effectivement, on peut passer à des questions-réponses. Hein. Je pense qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont dans le chat. Je vais regarder aussi. Tout à l'heure, Sébastien avait pris directement la main sur ce sujet-là. On va essayer de les reprendre dans l'autre sens. Alors, je vois une question. Écoute, je vais en profiter pendant que je te laisse comme ça les dérouler. C'est ça une équipe, hein. On travaille en binôme avec Franck. Le déversement des factures de vente dans un logiciel comptable devient obligatoire avec la réforme ou peut-on toujours saisir à la main? Non, la réforme, elle ne traite pas de la comptabilité. La réforme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que désormais, vous allez devoir transmettre vos factures via une plateforme agréée parce qu'il y a des extractions d'informations qui sont transmises directement à la DGFiP. Gain de temps à venir, hein, sur les demandes de remboursement de TVA, Sébastien l'a clairement exprimé. Meilleur suivi des factures, hein, votre client ne pourra pas dire qu'il n'a pas reçu, hein, histoire de gagner un peu de délai. Mais pour la partie comptable, vous restez complètement maître dans la manière dont vous voulez comptabiliser ou pas, à quelle fréquence. Nous, ce que l'on vous conseille, c'est bien entendu, quitte à utiliser un système, c'est d'aller au bout des fonctionnalités pour vous éviter ces temps de saisie manuelle qui prennent du temps, donc c'est de l'argent, avec des risques d'erreur, des risques de doublons ou d'omission. Donc franchement, il faut vraiment essayer d'aller voir ce que vous pouvez avoir comme solution la plus complète possible et vraiment quelque chose qui est adapté, hein, à vos besoins en matière de comptabilité, mais il n'y a rien d'obligatoire. J'ai vu une question qui a recueilli quelques pouces. Vous parliez des notes de frais, cela signifie que même la note du restaurant devra passer par la plateforme, entre parenthèses, en réception? Pour l'interrogation. Alors, c'est en fait ce qu'il faut savoir, c'est que si je vais dans un restaurant, Franck, allez, je t'invite à dîner samedi soir, tu es de passage dans ma région, je suis de Bordeaux, je l'invite, c'est un dîner en toute amitié. C'est pas professionnel, j'ai pas de notion de note de frais, donc bien là, moi, je ne vais pas demander de facture au restaurateur, et pour le restaurateur, il est dans une activité B2C. Par contre, si c'est à l'occasion d'une réunion à la CPME à Paris, tous les deux Franck, nous sommes en déplacement professionnel, nous allons déjeuner ensemble et là, je demande une facture au restaurateur parce que ça devient un frais professionnel, eh bien dans ces cas-là, pour le restaurateur, je suis en B2B. Vous voyez, donc on va avoir ces notions et c'est ce qu'a dit Sébastien, c'est qu'il va y avoir des informations qui vont être triées, d'où l'importance du choix de la plateforme qui va être utilisée en fonction des secteurs d'activité pour pouvoir traiter ces complexités. Moi, je participe aux travaux de la FNOR sur l'évaluation des cas d'usage. Je peux vous dire une chose, c'est qu'en France, nous ne manquons pas de cas d'usage en matière de facturation et c'est vraiment toutes ces complexités, tous ces points particuliers qu'on essaie de traiter pour monter un cahier des charges que devront respecter toutes les
plateformes, sachant que certaines plateformes ne pourront pas traiter des cas d'usage. Hein. C'est pour ça qu'on voit déjà émerger des tendances, des spécialisations. Et ça sera l'occasion, effectivement, dans les webinaires thématiques, en particulier, là, pour le coup, par exemple, pour le public de la restauration, pour les professionnels de la restauration, plutôt, d'avoir un webinaire dédié pour ce type de choses, comme on peut l'avoir pour les commerçants, ou pour d'autres choses, ou pour les gens qui exportent, qui importent. Enfin, il y aura des choses que l'on pourra faire à ce sujet. J'ai vu une autre question, et là, effectivement, c'est intéressant, puisque ça interroge sur le régime de TVA, si on a l'encaissement ou sur les débits. Pour les prestataires qui sont en TVA à l'encaissement, le logiciel de facturation devra prévoir la saisie des encaissements et les données seront transmises, pour l'interrogation. Et en fait, c'est tous les enjeux qui portent sur les données de paiement. Hein, mais je pourrais laisser Sébastien répondre dedans, mais on est sur des notions de e-reporting. C'est ça. Sébastien, oui, c'est là où la réforme est dans un schéma où en fait vous n'aurez pas. Enfin, si on prend par exemple l'exemple des gens qui sont à l'encaissement. Le choix que vous allez faire du logiciel, c'est-à-dire est-ce que vous allez vous baser sur un logiciel qui est lié à votre expert comptable avec ce que ça implique, par exemple en capacité à détecter un rapprochement et à l'envoyer, est assez déterminant parce que c'est ça qui va être le choix à faire, c'est est-ce que je vais m'appuyer plutôt sur un logiciel de l'expert comptable ou plutôt sur le logiciel de ma banque, etc. Et qu'est-ce que ça impacte sur la capacité d'automatisation, sur la capacité de prise en compte derrière. Donc, c'est un peu ça le sujet, je pense, derrière le point. Je vois beaucoup de questions qui concernent les remboursements de frais pour le carburant, pour le péage, etc. Là-dessus, je pense qu'on reviendra dessus peut-être dans des webinaires un peu plus spécifiques, mais ce que je peux dire en grande ligne, c'est que ces règles-là ne changent pas. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cas où vous n'avez pas besoin de facture pour un certain nombre de notes de frais. Ça dépend de deux choses. Ça dépend de ce que va vous demander votre vérificateur fiscal, mais ça dépend aussi de la politique de l'entreprise en matière de gestion des notes de frais. Et donc, ces deux règles-là, il n'y a pas de changement dans la réforme des règles. Après, est-ce que ces règles, elles sont respectées aujourd'hui, les règles fiscales notamment, dans votre politique d'entreprise ou pas? Je ne suis pas capable de vous le dire aujourd'hui, mais le risque que vous preniez auparavant d'avoir un vérificateur qui vous dit là, vous n'êtes pas dans les règles, il ne sera pas supérieur demain avec la facture électronique. C'est est-ce que vous respectez ou pas les règles fiscales en matière de notes de frais? Et donc là, les règles ne changent pas. De manière générale, il faut se dire qu'il y a très peu de règles. Il n'y a quasiment aucune règle qui change en matière de TVA, en matière de facturation, en matière de notes de frais. Tout ça, en fait, on reste sur les mêmes règles. C'est juste que maintenant, comme il y a des formats dans lesquels il faut rentrer, ça se voit un peu plus quand les règles ne sont pas respectées. Il y a des questions sur les coûts. C'est vrai qu'on y reviendra. Hein. Il y a un séminaire qui est dédié à un webinaire qui est vraiment dédié au choix de sa plateforme. Il a été dit, on le répète, il existe des offres gratuites. Vous avez nombre d'éditeurs qui vont proposer des solutions gratuites. Ce que l'on voit beaucoup, on voit des offres dites freemium, c'est-à-dire que vous avez un produit d'entrée de gamme avec juste les fonctionnalités de base qui sont attendues, qui sont gratuites. Et si vous voulez un peu de service additionnel pour la gestion des relances, par exemple, ou de factoring, etc., mais bien entendu, vous allez devoir payer ce service. Vous avez des modalités de facturation qui diffèrent assez significativement d'une plateforme à une autre. Là aussi, c'est pour ça que je vous ai dit de vous interroger sur votre volumétrie, parce que c'est des points importants. Hein. Vous allez dire, moi, si j'ai tel volume de facture, il faut peut-être que j'aille sur tel mode de facturation. Est-ce que c'est à l'unité? Est-ce que c'est à fréquence? Il y a tout un tas de choses. Et on vous donnera les clés pour que vous puissiez faire le choix. Mais parfois, là c'est mon conseil de chef d'entreprise, s'il faut investir 10 € de plus par mois pour avoir un outil qui va vous faire gagner 3 heures de temps, qui va fiabiliser vos données, qui va raccourcir le délai de traitement de vos factures, je pense que l'investissement en vaut largement le jeu. Donc voilà, c'est des éléments, mais je voudrais casser le mythe, c'est pas quelque chose qui va coûter une fortune, c'est vraiment une vue d'ensemble qu'il faut avoir pour que vous ayez un outil qui soit adapté à vos besoins. Oui, puis au-delà de ça, cette réforme, c'est aussi, là je reprends un petit peu la casquette numérique, hein, c'est quelque chose qui concourt à une véritable transformation numérique de l'entreprise sur un processus qui est essentiel et qui touche tout le monde, qui est celui de la facturation. Et aujourd'hui, quand on me dit oui, effectivement, mais moi je fais déjà des factures électroniques et qu'effectivement on s'aperçoit que c'est un PDF envoyé par mail, tout ça c'est de la perte de temps. Demain, il n'y aura plus toutes ces choses-là. Même ça, on peut derrière encore faire des économies sur le sujet. Pour ceux qui les envoient en papier, quand on voit que le prix du timbre va atteindre 1,52 € au 1er janvier 2026, on peut se poser certaines questions aussi, effectivement. Voilà.
Des questions, il y en a encore quelques-unes. On a encore quelques minutes pour répondre à quelques-unes. Il y a une question peut-être à laquelle on peut répondre. C'est la question, qu'est-ce qui se passe quand finalement j'attends une facture électronique ou je dois en faire une, mais je ne suis pas mis en situation par mon partenaire commercial d'en faire une, soit parce qu'il n'a pas désigné de plateforme de réception, soit parce qu'il m'envoie du papier, etc. Alors du coup, l'idée, c'est que évidemment, on ne peut pas vous, on peut pas vous sanctionner pour ne pas respecter une obligation de facturation électronique si c'est votre partenaire commercial qui ne vous a pas mis en situation de le faire. Donc ça veut dire que, pour reprendre l'exemple, si jamais quelqu'un ne vous dit pas je suis un professionnel et que vous faites une facture papier, il n'y a pas de sujet. Et de la même manière, si vous devez envoyer une facture à quelqu'un, s'il n'a pas de boîte de facturation électronique, on ne peut pas vous reprocher de lui envoyer une facture papier pour vous faire payer. On n'est pas perché parce qu'on n'a pas choisi de plateforme de réception. Donc ça veut dire que c'est juste un point. Il y avait un autre point pour, disons, combien de plateformes sont labellisées à ce jour. On en a, je peux vous dire, le chiffre c'est 107, mais en fait ça n'a pas grand sens de compter comme ça parce que il y a des centaines de solutions qui ne sont pas plateformes elles-mêmes mais qui sont raccordées à ces plateformes. Et puis il y a des plateformes qui, elles, n'offriront pas de solution pour des TPE. En fait, il y a une très grande diversité de modèles de solutions. Et donc, il y a des choses qui sont gratuites ou sans surcoût. C'est-à-dire, par exemple, des logiciels qui disent moi, je prends ça en charge et je ne fais pas payer plus. Et notamment, en fait, s'ils le font, c'est parce que ça leur coûte moins cher que de scanner des factures, de se battre pour aller les récupérer, etc. Et puis, il y a des logiciels qui, eux, coûtent un peu d'argent, mais souvent, c'est parce que ce que vous achetez avec, ce n'est pas uniquement la facturation électronique, c'est une solution de gestion qui fait une pré-comptabilité, qui essaye de gérer un peu de la relance ou les délais de paiement ou des tableaux de bord. Et donc là, il y a vraiment une question qui est une question du chef d'entreprise, c'est est-ce que je vais vers la solution gratuite sur Etelja qui me permet juste d'être conforme ou est-ce que je vais essayer d'en profiter pour essayer de gagner un maximum de temps et ensuite regarder dans les solutions si c'est effectivement la gratuite ou si c'est celle qui coûtera 10 € par mois ou 15 € par mois qui va m'apporter le meilleur rapport qualité-prix. Donc ça, c'est vraiment un choix qu'il faut faire. Je redis, commencez par vous interroger sur le sujet avec les logiciels que vous avez autour de vous et avec les intermédiaires que vous utilisez déjà. Mais c'est vrai qu'il y a bon nombre, et ça on le constate dans les acteurs du numérique aussi sont là pour vous aider. On constate ou dans les éditeurs de logiciels de gestion qui font de la facturation, qui soient locaux hébergés, machin ou autre, ils ont tous géré en main ce sujet-là et proposent déjà en grande majeure partie des choses. Et dans l'écosystème aussi des logiciels et des outils d'encaissement, il y a aussi pas mal de monde qui, je dirais, se sont vraiment appropriés la chose. Et là aussi, ça fera partie de choses qui sont sectorielles et qu'on pourra faire. J'ai vu, je regarde l'heure, on avait prévu effectivement une fin à 11 h, donc on est dans le timing par rapport à ce qu'on avait. De toute façon, toutes les questions qui sont posées feront l'objet de la foire aux questions. Une chose très importante que je voulais dire concernant tous nos partenaires des fédérations et des unions territoriales, enfin tous les gens qui vont pouvoir être des relais de la CPME sur le sujet, pour cette information, il y aura une page dédiée sur le site de la CPME qui contiendra, on va dire, tout un kit concernant tout cela, un kit d'appropriation, de communication. Il y aura cette page vivra, et il y aura les replays des webinaires, il y aura plein de choses. Donc, vous aurez un point d'ancrage unique pour pouvoir derrière aller chercher de l'info et pour pouvoir derrière la relayer auprès de vos adhérents, de vos territoires. Et ça sera beaucoup plus efficace derrière pour avoir une vraie appropriation de cette réforme et vraiment tous enclencher une transformation sur ce sujet-là. Voilà, on est arrivé au terme de ce webinaire. On continue le travail d'information et le prochain webinaire est d'ores et déjà prévu. Il aura lieu le 24 octobre 2025 à 10 h et il aura comme thème d'adopter les bons réflexes. On va rentrer un petit peu plus dans le détail sur certains sujets. On adaptera notre contenu à l'actualité et à chacune des réunions. Encore une fois, merci beaucoup à la DG FIP, à Sébastien Rabineau et ses collaborateurs d'avoir été présents aujourd'hui, à Nathalie, notre trésorière de la CPME, expert comptable, qui était là pour répondre à vos questions, et à l'équipe des permanents de la CPME qui ont organisé avec brio ce premier webinaire qui a eu un grand succès.
Voilà, je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.